On va démarrer, si vous êtes d'accord. Donc merci à toutes et tous de nous rejoindre pour cette deuxième conférence. Nous accueillons Léo Manac, qui est anthropologue de l'Université d'Aix-Marseille. Donc merci à lui d'avoir traversé la France en diagonale pour venir nous parler des politiques de découragement à l'accès au droit de séjour des étrangers malades. Donc je vous laisse avec Léo Manac. Merci. Merci beaucoup. C'est une joie profonde d'être en Bretagne parce que je suis breton, mon nom de famille le dit, et du coup je suis ravie que vous m'accueilliez pour ça. Je vais mettre un petit minuteur, je vais essayer de ne pas vous faire un trop grand tunnel, et il y aura des questions à la fin, si ça vous va, mais s'il y a des choses que vous trouvez insupportables ou incompréhensibles, vous pouvez quand même vous lever et crier. Ok, du coup moi je viens vous parler d'un travail qui est issu de ma thèse d'anthropologie qui s'appelait du coup comme ça, Éteindre le courage, une ethnographie du découragement dans la mobilisation pour le droit au séjour pour soins. Je l'ai menée entre 2019 et 2024 et moi je suis anthropologue, ça veut dire, je sais pas si vous voyez tout ce que c'est anthropologue, c'est genre un peu comme sociologue mais en vrai on passe plus de temps avec les gens, et moi je suis allée dans des associations, enfin j'en parlerai tout à l'heure, et pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est aujourd'hui de faire face aux politiques migratoires. C'était un peu mes questions de départ j'étais, moi, j'en reparlerai, mais militant dans des associations, des collectifs qui résistent contre les expulsions des personnes sans papier. Et je voyais des gens autour de moi qui n'allaient pas bien. Et tout le monde allait pas bien dans les espaces militants. Et je me demandais un peu comment on continue à lutter quand les défaites, elles se répètent. Et quelles ressources aussi émotionnelles et politiques les militants et militantes mettent en place pour résister à ce sentiment d'épuisement, de dégoût, de découragement. Et enfin, comment inverser l'ordre des choses et ouvrir des horizons politiques désirables. Bon, j'espère que je le ferai. J'essaierai de conclure un peu sur ces éléments-là. Du coup, je vais en partir par une définition. Enfin, là, je suis en train de faire une petite intro et ensuite, je présenterai un peu les grands axes de cette recherche. Mais moi, je suis partie en fait de cette intuition du découragement à partir d'un discours de notre merveilleux président de la République au préfet qu'il fait juste après, quelques mois après son arrivée au pouvoir en 2017. Et il dit: longtemps, je le sais, le dogme a été de dire « laissons faire la queue pendant des matins et des matins pluvieux à celles et ceux qui viennent demander l'asile, ça va les décourager ». Il y a de ça dans le cerveau reptilien collectif. Mais qui a traversé l'Afrique et la Méditerranée, qui revient d'Afghanistan ou que sais-je, n'est pas découragé par les matins à la préfecture ou à la préfecture de police. Je vous le dis très franchement. On peut continuer très longtemps, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Du coup, je me suis dit, bon, il y a un degré de cynisme là qui est assez édifiant, parce qu'il est quand même en train de parler à des préfets. Et je me suis posé la question, si tout ça, ça marche plus, c'est quoi les nouveaux dispositifs pour essayer de contraindre les personnes à ne pas avoir accès aux droits communs, et notamment, du coup, là, les personnes étrangères. Du coup, ces politiques de découragement, elles s'articulent à partir de 3 hypothèses. D'abord, que le découragement, il est produit par le durcissement constant des politiques migratoires en France et en Europe. Deuxième point, que ce découragement, je me suis intéressée du coup au découragement et des personnes exilées et migrantes et sans papier, mais depuis le droit au séjour pour soins, et des personnes qui les accompagnent et qui essayent de résister, enfin qui peuvent aussi être des personnes concernées par la migration, mais qui essayent de lutter contre cette policiarisation des politiques migratoires qui deviennent de plus en plus restrictives pour les étrangers. Et du coup, je me suis intéressée un peu à voir quel type de découragement touchait ces personnes. Et enfin, je me suis intéressée à la manière dont le découragement il pouvait aussi naître dans les espaces militants, dans les espaces du travail associatif, de formes de reproduction, de rapports de domination en interne des mobilisations, notamment quand on est dans des luttes qui prétendent combattre ces rapports de domination, et particulièrement sur la question du racisme dans les espaces associatifs. Du coup, je vais essayer de raconter un peu tout ça. Ah oui, c'est vrai que j'ai une manette. Waouh, j'ai jamais parlé avec un écran aussi grand. Du coup, pourquoi je me suis mis à étudier le droit au séjour pour soins. Je le disais tout à l'heure, le but c'était aussi de partir un peu de mon propre découragement, mais aussi de me décentrer, de changer d'espace, de rencontrer aussi d'autres militants, de voir comment on luttait dans d'autres espaces militants.
Et j'ai mené cette recherche dans le cadre d'un programme de recherche ANRS qui travaillait sur l'association AIDE. J'ai vu que AIDE était là, je ne sais pas si vous êtes dans la salle, mais c'était un plaisir de pouvoir travailler aussi sur cette association. Et pourquoi ce droit au séjour pour soins? C'est qu'en fait, au départ, c'est une victoire politique. Je ne sais pas si vous êtes familière, mais c'est un droit qui permet à des personnes étrangères gravement malades de rester en France, parce qu'elles ne peuvent pas se faire soigner dans leur pays d'origine, de rester en France et d'être régularisées au motif de la maladie. Et j'y reviendrai plus tard, mais c'est au départ une victoire politique qui a été obtenue suite à des mobilisations de personnes étrangères, de la lutte contre le sida qui l'a beaucoup porté et qui aboutit en fait à un texte de loi qui vient encadrer ce droit au séjour pour soins, qui est quasi unique au monde quand même. Enfin, à part la Belgique, il n'y a pas d'autre pays qui a ça. Mais sauf que ce droit a été malheureusement remis en cause par notamment une loi que moi j'ai particulièrement étudiée, la loi dite Cazeneuve de 2016, qui en fait organise, enfin du coup ces dossiers, ils sont étudiés, au départ ils étaient étudiés par les ARS, les médecins inspecteurs des agences régionales de santé, donc sous tutelle du ministère de la Santé. Et cette réforme fait passer l'étude des dossiers de demande de régularisation au ministère de l'Intérieur par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc moi je me suis dit, oula, quand on fait passer quelque chose qui était une prérogative du ministère de la Santé au ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il se passe? Voilà, il se passe qu'il y a des baisses d'octroi des titres de séjour de 75 à 52%. Aujourd'hui, on s'est plus stabilisé autour de 60%. Mais ce qui est surtout quelque chose à retenir, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont demander qui font la démarche de demander ce titre de séjour pour soins, parce qu'il y a de moins en moins de régularisation et surtout même les travailleurs sociaux parfois les découragent même de le faire en amont. Du coup, moi, j'ai travaillé sur ce droit au séjour pour soins pour voir aussi comment il s'était constitué, comment il avait été mobilisé, comment aujourd'hui on continue à résister pour essayer de le faire exister. Et je me suis intéressée à cette notion un peu de découragement, genre qu'est-ce que c'était, en partant du coup d'Emmanuel Macron, mais en essayant un petit peu de distinguer qu'est-ce que c'était ce sentiment, cette émotion politique, notamment par rapport au désespoir, parce que le désespoir, moi je travaillais sur la lutte contre le sida, et le désespoir ça avait été quelque chose qui était très moteur, parce que les gens au moment de l'épidémie et des années de cendres, ou quand il n'y avait pas encore de traitement, vraiment, se mobilisaient à partir de leur colère, de leur désespoir, parce qu'ils étaient littéralement en train de mourir, que leurs proches étaient en train de mourir. Et moi, j'ai un peu fait cette hypothèse qu'on passait en fait du désespoir au découragement, et que le découragement, plus largement, on pouvait le penser comme un paradigme pour penser les mobilisations contemporaines sur le droit des étrangers, mais aussi dans d'autres espaces de mobilisation, et je vais un peu le montrer, j'espère. Et que du coup j'ai essayé de comprendre un peu comment il circulait, comment on pouvait le ressentir à l'échelle intime, à l'échelle des collectifs, à l'échelle globale aussi, comme une forme d'air du temps découragé qu'on pouvait retrouver dans d'autres espaces, que ce soit quand on va en manif contre la loi des réformes des retraites et qu'elle passe, d'autres endroits où on pouvait ressentir ce découragement-là, et de qu'est-ce qu'il disait d'un rapport à la défaite des mobilisations et d'une transformation aussi des rapports entre les associations et les corps intermédiaires et les collectifs militants et l'État et l'exercice de l'État en France sur les dernières années. Je vais aller rapidement sur ma méthodo parce que ça c'est aussi, c'est intéressant de parler de méthodologie, mais vous n'êtes pas, on n'est pas entre chercheurs machin. Mais juste pour dire un peu que moi j'ai étudié un peu cette défense du droit dans plusieurs espaces d'engagement, qui étaient à la fois l'implication de professionnels du droit, de la santé, des travailleurs sociaux et travailleuses sociales. Et que AIDE, ça a été un lieu particulièrement important d'observation parce qu'on m'a donné l'autorisation d'assister à des on parlait tout à l'heure d'actions d'aller vers, c'était des actions, j'ai assisté à pas mal de ce type d'actions-là, et j'ai fait des entretiens avec des membres de 14 associations, plutôt entre la région PACA et la région Île-de-France, parce que c'était plutôt les deux lieux de mon terrain, là où il y a le plus notamment de dossiers de demande de régularisation pour motif de séjour pour soins. Et sur les questions d'éthique, et j'y reviendrai, c'est que,
Émilie m'a demandé plutôt d'intervenir sur la question du découragement des personnes étrangères et je vais le faire, mais pour moi c'était important aussi de poser que j'étais pas allée, enfin que c'était complexe d'aller voir des personnes il y avait la question du stigmate de la maladie, c'est peu de dossiers de régularisation et en fait j'ai compris rapidement en allant voir ces personnes qu'en fait il y en avait qui n'avaient pas du tout envie de parler et que je me sentais un peu bizarre d'aller les voir en disant et alors comment ça se passe, comment tu es dans le mal et comment tu es découragé par les politiques migratoires à des personnes qui parfois se retrouvaient sans papier, c'était un peu chaud, éthiquement, et du coup j'ai plus un peu fait en sorte de faire attention au consentement des personnes et de plutôt prendre quelques cas de personnes qui ont accepté de me répondre et de prendre des cas plutôt de personnes qui accompagnaient ces personnes et qui, sous registre d'anonymat, me racontaient ce que ces personnes vivaient. Du coup, voilà, je vais partir des politiques migratoires qui sont une machine à produire de la souffrance. Je vais essayer de le montrer. Je ne pense pas devoir trop argumenter, mais voilà, c'est important aussi de pouvoir se donner des clés. Et je reviendrai ensuite sur comment on peut devenir, ce sentiment de devenir inaudible dans les espaces de mobilisation qui aboutit à une forme de fatigue de la colère. Et je finirai sur des conclusions de résistance parce que je sais que c'est quand même important de finir là-dessus pour pas mettre tout le monde en PLS. Ça va ouais, ça va, ok. On peut faire un groupe de parole à la fin si vous voulez. Ça finit souvent comme ça. Mais du coup, je vais partir un peu rapidement de ce droit au séjour pour soins, comment il allait, comment petit à petit il allait moins bien. Enfin, je l'ai un peu dit en introduction, mais en fait, c'est une mobilisation au départ qui le porte et qui aboutit à son advenue d'abord par l'inexpulsabilité des personnes gravement malades et ensuite par le fait qu'elles soient régularisées au motif de la maladie en 98. Ça se fait dans un contexte aussi où c'est la lutte contre le sida qui le porte. Il commence à y avoir des traitements qui marchent au nord, sauf qu'il n'y en a pas au sud, et que du coup, dire, surtout autour de cas de personnes séropositives, vous les renvoyez littéralement vers la mort si vous les expulsez. Et c'est vraiment ça aussi qui va être décisif dans le fait d'obtenir ce droit. Mais malheureusement, il est progressivement fragilisé, surtout par la loi dite Cazeneuve en 2016. Je ne vais pas revenir sur toutes les généalogies des lois parce qu'on n'est pas là pour ça, mais on pourrait revenir dans les questions. Et là, c'est un extrait d'entretien que j'avais mis qui disait en fait à quel point le droit au séjour pour soins, en fait, c'était une question de vie ou de mort. C'est une question vraiment de est-ce qu'on va renvoyer des personnes vers une mort certaine, mais qu'en fait les réformes régulières, parce que le droit au séjour des étrangers, c'est vraiment le droit qui est le plus réformé. Et en fait, même les travailleurs sociaux, même les juristes, même les avocats et avocates s'y perdent parfois. Et il y a un truc où ça crée un truc de presque d'anesthésie, d'insensibilisation, parce que en fait, tout le monde finit par s'en foutre, parce que c'est trop compliqué aussi à comprendre. Et ça, c'était une psychologue qui me le disait, et c'est un extrait d'entretien, mais d'autres disaient un petit peu ce type d'expérience-là, de comment on continue à mobiliser et à politiser un droit dont vraiment plus personne, il y a un truc où c'est compliqué de créer de l'émotion collective pour porter cela. C'est de plus une cascade de précarisation où moi je me suis vraiment intéressée à l'intrication entre les obstacles législatifs, les obstacles administratifs et ce que ça produisait sur les personnes pour avoir encore accès à ce titre de séjour. Et un truc qui revenait, je me suis dit que j'allais en parler aujourd'hui parce que peut-être qu'il n'y avait pas que des personnes qui accompagnaient des étrangers malades ici, mais que s'il y a des personnes qui accompagnent des personnes étrangères, tout type de régularisation. La dématérialisation des services publics, ça a été vraiment quelque chose qui est une grosse catastrophe pour les personnes étrangères, parce que, en fait, je ne sais pas si vous êtes trop au courant, mais en fait, généralement, ça se fait sur Internet. Il faut prendre rendez-vous sur Internet. Il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas assez de rendez-vous, de créneaux qui sont mis en place par les préfectures. Et les gens, vraiment, pètent des câbles face à des écrans d'ordinateur, sachant qu'il faut un écran d'ordinateur. On ne peut pas trop le faire sur le téléphone. Et surtout, pour ensuite prouver qu'on n'a pas pu réussir à obtenir des rendez-vous, pour ensuite aller au tribunal administratif pour réussir à forcer la préfecture à donner un rendez-vous. C'est-à-dire qu'il faut déjà en passer par un avocat ou une avocate et aller au tribunal administratif avant même d'obtenir un premier rendez-vous pour déposer son dossier. Et en fait, ça épuise les gens et ça les met vraiment dans le mal. Et ça a des effets juridiques de personnes qui ne vont pas avoir leur renouvellement de titre de séjour à temps, qui vont se retrouver sans papier alors qu'ils sont dans les clous. Et ça produit à la fois des grosses souffrances psychiques et aussi énormément de travail pour les travailleurs et travailleuses sociaux qui se retrouvent vraiment à juste essayer d'obtenir un rendez-vous à la préfecture. Et ça prend un temps
infini et c'est épuisant. Et par ailleurs, c'est un effet politique que je trouve important à mettre en évidence, c'est que ça invisibilise en fait l'attente. Alors que quand il y avait des queues devant les préfectures, c'est horrible ce qu'il disait là, les matins pluvieux, machin, Emmanuel Macron, c'est horrible, c'est déshumanisant. Mais en fait, ça permettait de montrer et d'avoir un rapport de force où les assos pouvaient venir dire regardez comment les personnes étrangères sont reçues en préfecture. Alors que là, la queue, elle est invisible, on la voit plus. De plus, ça organise aussi des allers-retours à la préfecture face à l'obstruction des dossiers, où en fait j'ai vraiment beaucoup analysé la manière dont un document, d'une fois ou sur l'autre, il va être refusé par les agents et agentes de la préfecture de manière parfaitement discrétionnaire à plein de moments. Et en fait, du coup, ça crée vraiment une instabilité de quand est-ce que mon dossier va enfin pouvoir être validé pour ensuite être étudié. C'est-à-dire que ça ne veut même pas dire que le dossier est validé, enfin qu'il va avoir un titre de séjour, mais juste qu'il va pouvoir commencer à être étudié. Et ça, c'était vraiment des gens qui me racontaient à quel point ils avaient été, notamment une personne que j'appelle Bali, qui vraiment est un militant séropositif malien qui, du coup, a fait cette demande et qui vraiment se retrouvait à être fou. Enfin, il disait, je suis fou, fracassé, épuisé, tellement il m'en demande et tellement ça n'a aucun sens, les documents qu'il me demande, quoi. Et ça crée un sentiment de persécution et d'absurdité. Et notamment pour les personnes où en fait, selon si on est bien accompagné par une asso, si on parle français, on va avoir plus finalement d'outils pour pouvoir contester les irrégularités produites en préfecture, tandis que des personnes qui seraient éloignées des associations vont vraiment se retrouver, juste à même pas pouvoir déposer leur dossier de régularisation. Du coup, ça organise vraiment un inaccès et une inégalité de l'accès aux droits. Et enfin, je vous disais tout à l'heure, il y a de moins en moins de personnes qui ont un droit de séjour pour soins. Généralement, c'est des personnes qui étaient plutôt installées, qui sont là depuis longtemps, qui ont vraiment un truc de... C'était une avocate qui me disait, moi, je pensais vraiment pas voir arriver dans mon cabinet d'avocate des personnes qui étaient aussi, elle disait, insérées. Bon, on peut contester ce terme, mais des gens qui étaient genre bien, qui avaient leur taf, leur famille, leur logement, qui bossent en France, qui sont là depuis parfois 10 ans, et qui d'un coup, du jour au lendemain, se retrouvent sans papier, parce que leur titre de séjour pour soins a été refusé d'être renouvelé. Et en fait, ça organise ce que j'appelais une cascade de précarisation, c'est-à-dire que plus de titres de séjour sans papier, parfois perdent du travail, perdent du logement. Et notamment, moi, je me suis beaucoup intéressée aux personnes qui faisaient des demandes de titres de séjour pour soins pour motifs psy, notamment de psychotraumatisme, qui a été particulièrement, c'est un type du droit au séjour pour soins où vraiment ça a été vraiment bien cassé. Et il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sans papier. Et en fait, ce que me disaient les psys qui les accompagnaient, parce que moi je suis aussi dans un collectif de psy et psychiatres qui se mobilisent sur les questions de santé mentale et immigration, où vraiment du coup il y avait des retours du symptôme, des gens qui étaient stabilisés émotionnellement, psychologiquement, qui d'un coup revenaient, se retrouvaient en situation de fragilité, de précarité et réallaient mal. Et du coup parfois ils allaient à nouveau suffisamment mal pour que l'OFII dise ok, on va vous redonner un titre de séjour pour soins. Et vraiment c'est une boucle infinie comme ça où on n'en sort plus. Voilà, c'est pas très joyeux. Rendre fou. Où en fait, moi, je me suis un peu posé la question, et j'y reviendrai un peu en guise de conclusion de cette partie, sur est-ce que finalement ça marche le décourage. Est-ce qu'on arrive à décourager les étrangers d'avoir accès à leurs droits ? Et c'était un peu une question que j'ai posée du coup à Joël, qui est arrivé du Burkina dans les années 2000, qui a été militant à ACT UP Paris, puis au Comité des familles, et qui me disait que lui, il disait, en fait, t'as pas le choix en fait. Enfin, tu peux devenir fou, mais en fait, il citait Sankara qui dit la patrie ou la mort, nous vaincrons, et que lui était en mode s'il faut y retourner devant la préfecture par tous les temps, toute la nuit et tout, moi j'ai pas le choix, j'y vais en fait, même si je suis épuisée. Et vraiment, il sortait de l'hôpital, il arrive devant la préfecture, on le faisait attendre sous la pluie alors que littéralement il était à l'hôpital et il retournait directement à l'hôpital. Enfin, il était dans un état de fragilité physique extrême, mais il me disait, moi je n'étais pas découragée, juste j'avais pas le choix. Et c'était quelque chose qui est revenu en fait de me dire, c'était pas, en fait, on décourage pas les étrangers, on peut les rendre fous, il y a plein de gens qui se suicident. Il y a énormément, moi sur les campements à Paris où j'étais aussi impliquée, vraiment on a compté entre 2017 et 2022, il y a eu genre 50 personnes qu'on connaissait qui se sont donné la mort en fait, parce que ils n'étaient pas régularisés, ils étaient en galère infinie. Et vraiment, les gens vont. C'est plus du désespoir, c'est pas du découragement. Et du coup, pour moi, c'était important de distinguer un peu les deux et de dire que voilà, c'est quelque chose qui va travailler contre la volonté, que ça va
produire ces types de souffrances psychiques qui sont vraiment très très graves et qui ne sont pas du registre du découragement. Et là, j'avais mis une petite vignette que je trouvais marrante de la CIMAD, où finalement, en fait, la personne qui pète un câble, là, on s'imagine que c'est bien la travailleuse sociale qui est en train d'essayer de faire le dossier de régularisation et qui en peut plus, et que c'est lui qui est là, genre, courage, je vais m'en sortir, et qu'en fait, ce truc de courage, je vais m'en sortir, c'est quelque chose qui revenait souvent, ou sur qui, finalement, a le loisir ou pas d'être découragé, et qui a juste pas le choix. Voilà, du coup j'en ai fini un peu avec cette partie plus sur la question des étrangers malades et de comment ils font face à ces politiques migratoires, et je vais plus en venir à le milieu associatif, plutôt dans sa totalité, mais je vais prendre du coup le cas plutôt du droit au séjour pour soins, parce que c'est ce sur quoi j'ai bossé. Et est-ce que je suis dans mes temps ? Oh, je suis dans mes temps. Ok. Du coup, désolé, hein, j'espère que je ne vous mets pas trop. Bon, on va parler ensuite de résistance, mais du coup, ce que je disais tout à l'heure un peu, c'est que avant c'était une victoire, enfin le droit au séjour pour soins, et petit à petit, les gens se sont mis à juste essayer de préserver les acquis gagnés. Puis petit à petit à limiter la casse, et c'était vraiment un vocabulaire qui revenait beaucoup dans les entretiens que j'ai faits, notamment avec des gens qui font du plaidoyer politique, qui vont voir des institutionnels ou qui travaillent les textes de loi, et qui me disaient mais voilà, nous on sauve les meubles, on limite la casse, on colmate les brèches. Enfin, vraiment c'était un vocabulaire où j'étais là, waouh, c'est quoi votre rapport au conflit politique en fait, et c'est quoi votre représentation de vous en tant que militant ou salarié associatif qui du coup se retrouve à même pas pouvoir oser désirer le fait de pouvoir y arriver. Enfin, ça crée un truc qui est un petit peu intense à se représenter, et que c'était notamment lié à une forme de perte de. Nous, on parle en sociaux, on parle de répertoire d'action, c'est-à-dire genre la manifestation, le tractage, enfin en fait des types de répertoires qu'on va mobiliser pour lutter. Et là, la manifestation, c'était quelque chose qui apparaissait comme évident, où on a beau être très très nombreux dans les rues, ça ne va pas faire fléchir l'exécutif. On le voit là aussi avec les pétitions qui ont pu être mises en place. Enfin, là, je pensais à la pétition contre la loi Yadan qui a été juste balayée d'un revers, ou sur les questions de plaidoyer, notamment de s'appuyer sur des faits, de dire mais non, l'AME, ça ne coûte pas plus cher que si on arrête l'AME, on va vous le démontrer par A plus B en s'appuyant sur des recherches en sciences sociales qui le montrent, où ils ont fait des enquêtes. Et en fait, on est sur le droit au séjour et sur la migration, on est sur un objet qui est tellement idéologisé que ce discours rationnel, légitime, qui démontre des faits, en fait, ça marche plus sur ces questions-là. Et ça, vraiment, c'est de s'en rendre compte pour les militants qui est complexe, et de se dire, c'est qu'est-ce qu'on met en place autrement pour lutter. Et peut-être qu'on pourra en parler à la fin. Et que du coup, voilà, ça produisait une forme de nouveau paradigme émotionnel qui avait des conséquences subjectives sur les militants, de se représenter son travail, de se dire, voilà, moi, les jeunes qui arrivent, c'est un vieux plaideur qui avait milité ça fait 30 ans qu'il milite, bon, peut-être qu'il faudrait partir en retraite un moment, parce qu'il est peut-être très fatigué aussi, mais qui était là, voilà, moi, mes jeunes plaideurs, je leur dis, vous allez en bouffer des défaites dans les prochaines années, il faut vous y préparer. Et il y a un truc comme ça d'une ambiance qui est un peu intense quoi, à voir. Et là, j'avais mis une petite citation parce que, en fait, un truc qui était apparu particulièrement saillant quand je demandais c'est quoi ce qui vous a découragé beaucoup, les gens ils me disaient franchement le quinquennat de François Hollande, ça a été difficile pour les associations. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui est partagé dans la salle, mais où vraiment qui me disait, là j'ai mis une citation d'une militante sur le droit au séjour pour soins à ACT UP puis à Aide, qui disait voilà. Patrick Stefanini, je ne sais pas si ça dit des choses à quelqu'un, aux personnes ici, mais c'était quelqu'un qui était au ministère de l'identité nationale, de l'immigration, de l'identité nationale, dans les années, au moment où ce ministère avait été créé, et elle l'aime pas. Je crois qu'à un moment elle dit que c'est une ordure dans le reste de l'entretien, mais qui finalement en fait accueillait les associations, et en fait on pouvait parler. Genre on n'était pas d'accord, mais il y avait des règles du jeu. Les règles du jeu, elles étaient respectées, et on pouvait obtenir des trucs. Et même Nicolas Sarkozy, l'AME, il était en mode j'y touche pas. Et c'est que finalement cette question elle disait on était dans un truc de cynisme et de dimension machiavélique, et c'était un peu ce paradigme de on regarde les bateaux couler dans la Méditerranée dans l'indifférence générale qui venait un peu poser, et c'était un truc qui revenait dans les entretiens de genre on n'en était pas là il y a 15 ans, même sous Nicolas Sarkozy en fait. Le rapport à la brutalisation et à la déshumanisation des étrangers, il n'était pas du tout le même.
Et ça en vient aussi à poser ce que je disais tout à l'heure sur la question du plaidoyer, c'est comment on continue à faire du plaidoyer, à démontrer par A plus B que non, l'AME ça coûte pas plus cher, etc., dans un contexte médiatique qui fonctionne beaucoup à la dénégation des faits sur l'immigration. C'est-à-dire que c'était beaucoup les gens qui me disaient, mais en fait quand je vois la manière dont la migration est abordée dans les médias, par les politiques, vraiment ça me donne envie de vomir, parce que c'est tellement éloigné des réalités que ça crée quelque chose comme ça qui voilà, on parle de brutalité épistémologique, bon, c'est un mot un peu intense, mais pour juste dire qu'il y a une forme de négation des choses évidentes et qui va menacer en fait le tissu d'une société où en fait on peut plus parler autour d'un discours commun si on est sur des enjeux aussi éloignés des faits sur la question migratoire. Et c'est pour ça que je parlais de fiction visqueuse, c'est que c'est des choses qui sont collantes en fait, et c'est difficile d'y répondre, c'est difficile d'y faire face. Et c'est pour ça que je parle aussi de cette inaudibilité, parce que on voit qu'il y a une forme de réduction phonique, de réduction de la parole des militants qui contestent les politiques migratoires par leur disqualification. Il y a vraiment là les médecins et les psys avec lesquels je milite, vraiment, genre les gens de l'office se moquent d'eux, dans leur rapport final. Vraiment, ils se moquent d'eux. Ils font des blagues sur eux, mais de manière hyper vilaine. Et ils n'ont pas l'habitude, les médecins, qu'on se moque d'eux, parce que normalement, c'est plutôt dans les espaces militants, plutôt des dominants, dominants parce que statut symbolique, etc. Et des formes de criminalisation aussi de telles actions politiques qui sont plus possibles. Voilà. Et du coup, c'est un contexte où c'est compliqué de militer. Et enfin, pour en finir avec cette sous-partie, il y a quand même la question du découragement. Il faut l'aborder d'un point de vue aussi intersectionnel. Bon, je sais que ce mot, j'espère qu'il ne vous fait pas peur. Je sais qu'il fait peur à beaucoup de personnes sur CNews, etc. Mais nous, il ne nous fait pas peur. Où, en fait, c'est penser comment les personnes dans un espace militant vont éprouver des choses différemment en fonction de leur positionnement, qu'il soit de genre, social, de rapport sociaux de race, et de comment ça va jouer sur leur expérience aussi du rapport à la mobilisation. Et pour moi, c'était important de le croiser à une analyse du salariat associatif dans un contexte où il y a des problèmes de burn-out, des problèmes de management dans les secteurs associatifs, de surtravail, et de comment ça peut aussi produire de l'épuisement et de la colère et du découragement de ne pas être protégé par sa structure. Et c'est un truc sur lequel je reviendrai en conclusion, sur justement les trucs qui peuvent faire du bien et qui peuvent soutenir l'implication militante, c'est d'être soutenu par les structures dans lesquelles on est impliqué et d'avoir des bonnes conditions de travail. Et aussi, moi je suis arrivée sur un terrain où il y avait des questions de violence sexuelle, donc c'était un peu, je m'y attendais pas du tout, et j'ai accueilli beaucoup de récits de violences sexuelles qui étaient assez douloureux. Et voilà, c'était un exemple, mais c'est de dire en fait des violences structurelles ou des violences internes qui sont pas gérées par les associations, ça peut aussi produire du découragement, du dégoût, de l'amertume et du désengagement militant. Et aussi la question des conditions. Tout à l'heure, je parlais d'audibilité, de qui est audible, mais en fait, en interne d'une association ou d'un mouvement associatif, on va être différemment audible. Notre parole politique, elle va porter différemment en fonction de nos propriétés sociales. Et moi, je l'ai vu particulièrement sur la question de la race et des personnes immigrées et étrangères, particulièrement à Aide, parce que c'est l'asso sur laquelle j'ai le plus travaillé, qui, en fait, souvent, leur parole était réassigné à une fonction de témoignage. Genre, il y avait ceux qui savaient et qui faisaient l'analyse politique, et ensuite, tu avais, Bali, où d'un coup, il n'a plus de nom de famille. C'est genre, généralement, je ne sais pas si ça vous parle, mais quand on fait parler des personnes exilées sans papier, souvent, il y a juste leur prénom. Ils n'ont pas de nom de famille. C'est comme si ce n'était pas exactement des vraies personnes. Ça ne va pas trop. Et qui dit, voilà, c'est compliqué d'être en France, machin. Et c'est comme s'il avait juste une parole qui venait illustrer, mais qui n'était pas une parole politique. Et c'est vraiment quelque chose qui est un peu éloquent et qui, maintenant, est plus réfléchi dans les espaces associatifs, de comment, justement, on ne fait pas une séparation de qui est légitime à parler. Oui, je crois que c'était un grand 3, mais qui s'appelle grand 2, mais c'est là un grand 3, la fatigue de la colère, où du coup, moi je me suis intéressée aussi à ce découragement contemporain qui dit quelque chose, j'essaie de rembobiner, il dit quelque chose du monde social dans lequel on est, des rapports entre les associations et l'État, que voilà, c'est de plus en plus compliqué de se mobiliser, qu'on gagne de moins en moins souvent les combats qu'on mène sur les questions migratoires, mais aussi sur d'autres questions
questions politiques, et qui avaient un peu un besoin de se dire, mais la question de la défaite, de la mélancolie, de la tristesse dans les espaces militants, ça vient pas non plus genre de hier. Enfin, c'est quand même un truc qui a été aussi constitutif en fait des mouvements sociaux. Et je me suis intéressée en fait aux mélancolies militantes et aux récits en fait qui pouvaient être faits de défaites qui pouvaient être portées à différentes étapes, et de comment ça correspondait à, on dit un topos, mais en fait un état, un truc de littérature qui revient, que ça soit des romans, que ça soit des écrits de militants, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et j'ai essayé un peu de distinguer pour essayer de voir c'était quoi un peu la singularité aujourd'hui par rapport à ces autres récits, notamment de militants post-gauche révolutionnaire dans les années 70-80, où il y avait il y a eu beaucoup de personnes aussi qui se sont donné la mort parce que ça devenait trop difficile, qu'ils avaient tout donné à la lutte et tout, et qu'ils ne pouvaient plus se mobiliser. Et aujourd'hui, qu'il y avait plus une forme de désintensification, où que le découragement, il venait aussi quand les émotions qui étaient propres à susciter de l'engagement, la colère, la tristesse, aussi la joie, et elles étaient moins fortes pour les militants et militantes ou les salariés. Et ça en venait à cette question aussi de comment ça dit, quand j'essaye de penser ce que ça dit du rapport à l'État et du rapport aussi à la répression des mouvements sociaux, c'était quelque chose qui, moi, revenait beaucoup dans les entretiens, où les gens me racontaient, en fait, oui, sur les manifs avec les sans-papiers, généralement, les flics tapent pas trop, mais en fait, nous, on va aussi dans d'autres mobilisations, et beaucoup de personnes avaient été traumatisées par les Gilets jaunes, et étaient restés traumatisés, et du coup n'arrivaient plus à retourner en manifestation dès lors qu'ils se disaient ça peut un peu péter. Et c'était le cas d'une femme qui me disait moi je voulais aller soutenir les jeunes après la mort de Naël, son assassinat par la police, mais j'avais peur en fait de la police et j'arrivais pas à aller dans la rue, et du coup j'étais en colère contre moi, je culpabilisais de me dire que j'ai plus assez de courage pour faire face. Et spoiler alerte, mais le découragement, c'est pas l'antonyme, c'est pas le contraire du courage. On peut avoir beaucoup de courage et être très découragé. C'est un truc important, je pense, à se dire. Et voilà. Et du coup, ça a créé une forme de sentiment d'impuissance, de devenir témoin, d'avoir l'impression d'avoir moins de prise sur le monde, de se dire ah là là, mais je regarde les choses s'effondrer et j'arrive plus parce que j'ai peur des flashballs et des grenades de désencerclement. Et c'est une chercheuse qui s'appelle Shohrama Karemi qui parle dans un livre que je vous conseille qui s'appelle Résistance affective, qui est genre trop beau, et qui parle de politique de la cruauté comme une forme de pédagogie où en fait on va forcer à fabriquer du consentement en habituant progressivement des gens au spectacle de la violence, de l'inégalité, de choses de brutalité extrême, où on va les habituer à devoir y faire face et à consentir à y faire face. Et qu'il y a un truc comme ça très pervers en fait qu'elle analyse hyper bien, notamment à partir de la situation à Gaza et en Iran. C'est une chercheuse iranienne, et que ça vient produire en fait une forme d'anesthésie et de passivité, et de se dire un peu à partir de ça, est-ce qu'il y aurait une possibilité de nous resensibiliser. Parfois on s'habitue à être de moins en moins sensible émotionnellement parce que juste c'est trop dur et ça fait trop mal, et que parfois c'est une manière aussi de se protéger. Est-ce qu'il y a une possibilité de se resensibiliser? Et je vais passer un peu sur les anesthésies parce que c'est un peu badant quand même. Mais du coup, je vais quand même finir sur la question de la conclusion ou sur cette question de la gymnastique. Est-ce que c'est possible? Voilà, moi je le rappelle, j'ai fait ce travail de recherche, je crois que je ne l'ai pas dit, mais si au départ c'était d'aller voir des militants qui luttent, et qui luttent encore. Ils sont découragés, mais en fait, on peut être découragé et pas arrêter de se mobiliser. C'est pas pareil que le désengagement. C'est pas pareil que de quitter une mobilisation. Être découragé, ça peut être un état qui nous accompagne dans une lutte et qui met pas forcément un terme à l'engagement ou l'implication militante. Et au départ, c'était de comprendre, j'ai fait genre 80 entretiens et c'était de demander aux gens à la fin, genre, Eddy, c'est quoi tes outils pour lutter contre le découragement? Et un peu de collecter tous ces outils-là pour moi, d'abord, de manière purement égoïste, mais aussi pour les faire circuler dans les espaces militants et du travail social. Quand je dis espace militant, c'est aussi du travail social, c'est aussi chez des juristes, c'est aussi pour toutes les personnes qui en fait sont impliquées aux côtés de personnes étrangères et qui sont catastrophées par la situation actuelle et qui ont envie que les choses soient autrement, parce qu'ils croient que le monde devrait être autrement. Et du coup, c'était un peu 3 éléments, et je peux un peu détailler, mais le premier, c'était vraiment la question de la mémoire des luttes, de se dire que là, son action aujourd'hui, on se dit ok, on n'y arrive pas, ou c'est compliqué, mais en fait, il y a d'autres personnes avant moi, et s'il y a d'autres personnes avant moi, il y aura aussi d'autres personnes après moi, et c'est aussi de sortir de formes de culpabilisation, où moi, je me suis
le découragement, mon découragement, c'est que aussi je me sentais très coupable de me sentir découragée. Et du coup, je me suis dit, il y a quand même un truc à travailler autour de la culpabilisation et de se défaire de la culpabilité. Et du coup, de se dire qu'il y avait des gens avant et qu'il y aura des gens après, c'est aussi une manière d'arrêter de se sentir. On peut se sentir responsable pour les gens qu'on accompagne, pour les combats qu'on mène, mais on ne peut pas se sentir coupable pour les politiques migratoires qui sont menées en notre nom. C'est pas nous, l'État. Et du coup, cette question des mémoires et de retrouver des mémoires parfois qu'on ne connaît pas. Genre moi, là, en postdoc, j'ai oublié de le dire, mais je travaille plutôt sur les résistances à l'extrême droite depuis la lutte contre le sida. Et depuis les années 80, et c'est de voir qu'en fait, de plonger dans les archives associatives et de voir en fait qu'il y a eu des résistances locales, notamment dans les mairies qui sont passées FN dans les années 90, qui ont coupé les subventions à aide, et qu'en fait il y a eu des alliances parfois absurdes avec des clubs de judo, des clubs de rugby qui organisaient des cagnottes pour aide, pour soutenir la lutte contre le sida à l'échelle locale, parce que le FN se disait que c'était une bande d'homosexuels et qu'on allait leur couper leur financement. Et en fait, il y avait des alliances comme ça, un peu improbables, un peu étonnantes, et que ça fait du bien parfois de se raconter ces histoires de résistance qu'on ne connaît pas et de les faire circuler pour se donner des idées ou pour se donner de la force, pour se dire qu'on peut être aussi créatif, parce que je crois qu'il y a un moment où le découragement, quand ça produit aussi l'impuissance de la sidération, c'est que ça nous empêche à se dire à nouveau qu'on peut être créatif politiquement et inventer d'autres manières de lutter. Que ces conditions de résistance au découragement, elles se situent aussi dans le soin, dans les conditions pour faire demeurer la joie. Enfin, c'est une phrase de Jean Giono, un bouquin qui s'appelle « Que ma joie demeure », et je trouve ça trop beau de se dire, ouais, c'est quoi ce qui permet de faire demeurer la joie dans les espaces militants. Et ça passe à l'échelle de soi, enfin, de gens qui vont avoir un peu une réflexion sur, ok, c'est quoi mon rapport à la culpabilité, à l'angoisse, pourquoi je fais ça, pourquoi notamment je m'implique pour des personnes étrangères alors que je suis une personne blanche qui a des papiers, qu'est-ce que je viens rejouer à partir parfois de mes traumas intimes et de mes névroses et d'essayer de vouloir sauver le monde. Enfin, il y a des choses comme ça, il y a des réflexions un peu à avoir sur soi avec soi-même, mais sans vouloir individualiser, aussi à des échelles collectives sur, je le disais tout à l'heure, les conditions de travail dans le milieu associatif qui parfois sont compliquées avec notamment le Ségur et les conséquences financières que ça a pu avoir pour de nombreuses associations du médico-social qui se retrouvent à faire des plans de licenciement. Ça abîme aussi les équipes qui travaillent de voir leurs collègues partir, et je pense aussi à Aide dans la salle. Et enfin, oui, du coup, c'est à la fois à l'échelle des relations interpersonnelles, des organisations collectives, sur ces trucs de prendre soin de nos militants, de nos salariés, de mettre en place des cadres de travail qui soient respectueux, qui ne soient pas dans la culpabilisation. Enfin, il y a un bouquin qui s'appelle « Te plains pas, tu travailles pas à l'usine », et c'est un bouquin qui parle de ça, du travail associatif, où on leur dit mais te plains pas, tu fais un travail où t'aimes ça, enfin c'est super d'aider les gens, mais en fait ça aide aussi ça permet de dominer aussi parfois des travailleurs, et que la question du syndicat et de se syndiquer, c'est aussi des outils de résistance au découragement. Et enfin de se poser un peu la question de est-ce qu'on ne formerait pas aussi une communauté de découragés. Et moi, c'est un peu un truc de se dire qu'en fait, on voit des conditions, enfin, c'était un peu la conclusion de ma thèse. Là, j'essaie de vous la résumer, elle faisait 666 pages, donc désolé, c'était un peu... j'ai un peu parlé trop vite, mais de comment on peut accueillir le découragement sans qu'il nous mange totalement, comment on peut réussir à le domestiquer, de se dire, bon, bah en fait, il est là, il m'accompagne un peu, franchement, on ne vit pas un moment qui est foufou politiquement, mais je fais en sorte qu'ils ne deviennent pas impérialistes et qu'ils ne me débordent pas totalement dans mon expérience du militantisme, et comment on met en place un peu des stratégies, que ce soit, là j'ai mis un guide qui s'appelle le guide de la militante et soutien, et qui est un guide en fait qui est de Paris d'Exil, qui est une association qui accompagne les personnes exilées et migrantes, et c'est comment genre vraiment c'est que des trucs de notes d'AG qu'une militante elle les a mis en forme, et c'est genre apprendre à poser ses limites, faire des accompagnements à plusieurs, réfléchir un peu au moment où je commence à être cramée, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, est-ce que j'essaye de sauver les gens, est-ce que je rejoue des complexes de sauveur blanc qui va infantiliser les personnes que j'accompagne, enfin un peu des réflexions comme ça à avoir collectivement sur c'est quoi nos conditions pour se mobiliser, comment faire en sorte de ne pas se cramer, enfin voilà, et d'avoir ces discussions entre soi en fait, c'est que généralement ça fait du bien aux gens de parler de leur découragement, c'est pas un truc ça va produire encore plus de souffrance, c'est que ça peut aussi créer des choses qui sont jolies et qui font du bien. Et j'en finis avec une petite définition du découragement pour essayer de rassembler tout ce que j'ai essayé de dire là depuis 35 minutes. Mais du coup, c'est un état qui s'éprouve progressivement
par des personnes qui vont se confronter aux politiques des frontières. Il va prendre racine dans la répétition d'expériences, d'émotions, de frustration, de colère, de tristesse, dont en fait petit à petit l'intensité elle va décliner. Et c'est normalement cette intensité qui peut produire de l'engagement et qui là d'un coup va organiser quelque chose de l'ordre d'une forme d'anesthésie. Et qui va produire un rapport un peu atténué au monde, un peu dépressif parfois. Et il y a une distinction entre dépression et découragement, évidemment. Mais que ça ne va pas forcément impliquer un désengagement immédiat. Il y a des gens qui sont découragés, mais qui continuent à être à faire un excellent travail, à accompagner les personnes qu'ils accompagnent, à faire du plaidoyer et à être là, malgré cet état-là. Donc ça ne veut pas dire qu'on va quitter la lutte quand on se sent découragé. Et qui a une importance d'analyser la variabilité de son ressenti. Bon, j'ai essayé d'y revenir, que le découragement, que les personnes étrangères, pour moi, ne sont pas découragées par les politiques migratoires, mais que du coup, en interne, des gens qui sont découragés chez les militants, travailleurs sociaux, etc., on l'aide différemment selon la fonction qu'on occupe, selon son histoire personnelle, selon ses expériences de vie, selon son état de santé mentale, selon son état de santé physique, d'un point de vue intersectionnel, on ressent différemment ces émotions-là, et qu'on peut performer le découragement dans les espaces collectifs. Je ne sais pas si ça vous dit des trucs, des réunions où tout le monde est en mode genre et fait des blagues hyper glauques et de l'humour noir et tout le monde genre souffle et machin. Et en fait, parfois, ça fait une sorte de chorégraphie un peu de gens qui sont comme ça, un peu au bout de leur vie et qui a un truc un peu de réappropriation du découragement, de pouvoir l'expérimenter dans ces réunions-là. Et je pense que ça permet de finir un peu sur cette question d'une résistance depuis le découragement. Est-ce que c'est possible? Dans quelle mesure? Et voilà, est-ce que ça vous parle? Et du coup, maintenant, je vous laisse la parole avec cette petite bibliographie et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup Léo, donc très riche ce résumé de cette grande thèse. Donc on va passer aux questions si vous en avez. J'imagine que oui. Pas de questions. Vous êtes vraiment découragé. Non. Il y a une question là, au milieu. Déjà, un grand merci. J'ai trouvé ça super intéressant et très fluide comme manière de parler. J'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Et je voulais savoir, petite question, comment on peut faire pour avoir les infos sur les manifestations, sur les dates, sur les lieux tu as beaucoup parlé de militantisme, mais comment on fait pour avoir ces infos-là quand on n'est pas trop là-dedans? Ouais. Okay. Merci. Cool. Je ne sais pas si j'en prends plusieurs et après, comme le camarade Kylian, je pense qu'il faut en prendre 5 max, mais, mais si on n'a pas d'autres, je peux parler de manifestation. Ah oui, là-bas. Désolée, je vous pointe, ça ne se fait pas. Oui, bonjour. Merci beaucoup aussi pour votre présentation qui était très très intéressante. Moi, je ne suis pas surprise du tout du côté désespoir dans le militantisme et le salariat associatif. Je me demande s'il y a des retours aussi sur est-ce qu'il y a un désespoir aussi du côté des services de l'État qui pourrait nous rassurer. Du coup, de ce côté-là, pour être dans des enjeux aussi de plaidoyer en lien avec les services de l'État, je me demande aussi comment est-ce que c'est vécu en interne et est-ce qu'il y a du travail qui est fait sur ça. J'imagine que c'est beaucoup plus compliqué à les questionner. Mais voilà, est-ce que ça pourrait nous rassurer aussi qu'il y ait peut-être un désespoir de leur côté d'appliquer ces politiques-là ? Merci beaucoup et c'était très fluide et puis je crois qu'on a tous très apprécié. La dernière question, c'était une résistance depuis le découragement et en fait j'aurais voulu savoir s'il y a des endroits, des pistes où on peut voir des exemples de résistance qu'on pourrait aller chercher pour aussi nous se redonner du courage selon les différents points où on va.
Je peux répondre déjà à ces 3 questions. Merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur d'avoir des retours gentils. Sur la question des infos pour les manifs, je connais pas sur Rennes. Est-ce que quelqu'un a le nom? Parce qu'en fait, souvent, il y a des médias locaux. Enfin, je sais que sur Marseille, c'est genre Mars Attack. Enfin, en fait, qu'il y a des réseaux, enfin, des journaux locaux militants qui relayent, en fait, enfin, Paris, c'est Paris But Info, enfin, et qui relayent, en fait, toutes les manifestations qui ont lieu et les dates et les horaires et les petits tracts ou les petits documents qui accompagnent pour dire pourquoi on se mobilise à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un dans la salle a cette info-là? Ouais. Expansive.info. Pour les... Ok. Tout le monde a entendu? Démosphère. Ah oui, Démosphère, c'est au national, non? Ouais. Ouais. Expansif, c'est vraiment local, Ouais. Rennes et... Ouais. Ok, Démosphère, allons voir. Enfin oui, c'est vrai que c'est un très bon site. Et du coup, de aussi faire, de se tourner vers des médias indépendants d'investigation, qu'ils soient locaux ou nationaux. C'est aussi des espaces où on relaie les informations quant aux manifestations. Et c'est aussi important de soutenir les médias indépendants dans le contexte actuel de valorisation des médias. Sur la question du désespoir des services de l'État, ouais, c'est une très bonne question. Et moi, c'était un peu un truc de... J'ai un peu essayé de l'enquêter, mais j'ai eu pas mal de fins de non-recevoir, notamment par les services de l'OFI, qui avaient l'air plutôt très contents de faire ce travail et qui trouvaient que c'était un très bon travail ce qu'ils faisaient. J'ai fait un entretien avec un médecin retraité de l'OFI pendant 2 heures et c'était édifiant. Enfin, il accusait les associations comme Aide d'être responsable de la montée de Zemmour. Enfin, vraiment, on était sur un monde. Enfin, on était un monde et il se définissait encore comme militant pour la cause des étrangers. C'était assez fascinant, bref. Mais sinon, sur la question ça dépend des services et de qui travaille où. Mais par exemple, au ministère de la Santé, il y a eu vraiment des grosses coupes budgétaires et des grandes réorganisations du salariat avec de moins en moins d'interlocuteurs, interlocutrices. Après, il y a encore des gens qui résistent en interne des ministères et c'est soulageant aussi pour les militants qui les rencontrent de se dire « Ah ok, on continue à parler la même langue ». C'est des gens en fait qui sont formés sur les dossiers, qui travaillent depuis longtemps. C'était moins le cas sous les gens qui ont été recrutés, notamment sous Macron, où il y avait de plus en plus de personnes qui étaient complètement incompétentes sur les dossiers et qui s'en branlaient, mais complètement. Alors que... ça dépend en fait si c'est des personnages politiques ou des fonctionnaires. Chez les fonctionnaires, il y avait quand même un truc de on parle encore la même langue, notamment au ministère de la Santé, et les assos pouvaient continuer à faire passer des trucs en ayant en fait les mêmes revendications que leurs partenaires du côté des ministères. Et c'est un peu un enjeu là qui se pose sur d'ici 2027, selon le résultat des élections. C'est aussi des scénarios qui sont préparés par les associations de comment on va faire pour travailler avec les services de l'État si on a le Rassemblement national au pouvoir ou si on a l'équivalent de Wauquiez & Co. Et du coup, de voir comment les gens vont résister en interne. Et selon le scénario où ils ne sont pas virés, ils pourront continuer à résister, à être des contre-pouvoirs en interne même des ministères. Et c'est un truc aussi important à se redire pour ne pas céder à la panique, à la peur qui peut être aussi très paralysante et impuissantant. Par rapport au ministère de l'Intérieur, que ce soit dans les préfectures, il y a aussi un truc où le désespoir, la souffrance psychique d'accueillir mal des gens et de le savoir, parfois ça peut aussi créer, je ne sais pas si vous êtes familier de la notion de trauma vicariant, mais en fait c'est un truc où du coup on peut se mettre à être traumatisé parce qu'on entend des récits violents et qu'on fait des choses qui sont problématiques et qui sont à l'encontre de nos valeurs, et en fait ça peut aussi créer beaucoup d'agressivité de la part de personnes au guichet. Il y a eu des enquêtes sur comment les gens au guichet, c'est plutôt des personnes aussi issues de l'immigration et qui vont avoir un peu un truc parfois je referme la porte derrière moi et je stigmatise et je deviens encore plus raciste que les personnes blanches pour dire que les personnes accueillies ne méritent pas d'avoir des titres de séjour, et du coup je vais mettre des bâtons dans les roues tout en ayant, avec un truc parfois de réponse en étant encore plus agressif. Puis c'est des services où il y a énormément de turnover en fait, parce que les gens craquent. En fait c'est un métier aussi qui maltraite les personnes dans les services préfectoraux, et ça serait peut-être je sais pas dans quelle mesure il y aurait possibilité de faire des alliances peut-être au plan syndical, j'en sais rien, sur aussi les conditions de travail et sur la souffrance que ça produit de mal accueillir
des usagers et usagères du service public, et le fait que ça va complètement à l'encontre de ce qu'il faut. Et sur la question des... j'ai juste écrit résistance. Ah oui, résistance au découragement depuis le découragement. C'est des trucs, moi, où je me suis pas mal intéressée à la littérature dans les milieux écolos, où il y a eu beaucoup de réflexions, parce que être militant écolo, c'est pas facile en ce moment non plus, sur un peu des réflexions de qu'est-ce qu'on fait avec notre peur, l'angoisse de la fin du monde, comment on essaye de mettre en forme des espaces pour discuter de ces peurs-là, pour en faire autre chose, et de comment... En fait, c'est aussi de se dire que les émotions, il y a toujours la possibilité de faire du travail émotionnel, c'est-à-dire de travailler les émotions qu'on ressent collectivement et de créer des cadres collectifs, associatifs, militants, etc., pour faire en sorte que des émotions, de cadrer en fait les émotions qui peuvent être ressenties. Et c'est possible en fait de travailler ça collectivement. Et ça peut être un travail intéressant aussi qui vient du féminisme. Enfin, c'est aussi des collectifs féministes dans les années 70 qui se mettent à réfléchir aussi à leurs émotions. Enfin, aussi dans une perspective, on arrête d'être des mecs super testostéronés qui sont hyper éloignés de leurs émotions et de dire ok, en fait, non, on est sur des luttes où en fait ça compte, machin. Quand on fait face à de la répression, ça nous fait des émotions. On a le droit, on est légitime à exprimer ses émotions, etc. Et du coup, il y a des ressources un peu en ligne. Moi, je sais que j'en ai listé beaucoup dans ma thèse parce que le but aussi c'était de dire, ça veut pas dire allez lire ma thèse, mais sinon dernier chapitre. Il y a pas mal de ressources et vous pouvez juste cliquer sur les liens. Et il y a des fiches faites, fiches thématiques, des bouquins. Il y a eu beaucoup de podcasts récemment là depuis 2-3 ans sur le burn-out militant. Il y a un livre qui est sorti là de Simon Cotin-Marx et je sais plus sa co-autrice qui s'appelle Burn-out militant et qui s'adresse directement aux salariés du monde associatif et aux militants et qui donne plein d'outils sur comment on met en place des cadres qui soient sécurisants pour pas se cramer. Voilà. Oui, je voulais juste vous parler d'associations locales pour savoir s'il y a des manifestations. Moi, je fais partie d'une association à Bain-de-Bretagne qui s'appelle Accueillir au pays. Je ne sais pas s'il y a des représentants d'autres, je ne sais pas, qui accompagnent des migrants par rapport à leur démarche administrative pour avoir leur régularisation de papier, qui les accompagne aussi pour trouver un travail et trouver un logement et les loger. Voilà. Et donc, si vous êtes intéressé, il y a un site internet pour et des manifestations. Et du coup, une autre action, il y a un film qui s'appelle Tout va bien, qui est un documentaire qui a été réalisé par Élise, je ne sais plus trop bien, mais qui relate de la vie des migrants et tout le parcours compliqué d'être un migrant en France. Voilà. Merci. On va manger ? Merci encore Léo pour cette présentation. Alors, donc pour déjeuner, vous avez la possibilité d'accéder à des food trucks. Je vous invite aussi pour prolonger un petit peu le sujet. Vous avez tous reçu un petit marque-page qui parle de l'Observatoire du refus de soins qui est proposé par la Fédération des acteurs de la solidarité. Et donc c'est un observatoire qui nous permet de recenser tous les refus de soins que vous pouvez constater dans vos pratiques professionnelles. Donc je vous invite vraiment à compléter et nourrir cet observatoire. Cela nous permet d'alimenter le plaidoyer de la Fédération sur cette question de l'accès aux soins des personnes d'origine étrangère, puisque notamment ce refus de soins, il est quand même notamment pour les personnes en précarité, mais surtout pour les personnes d'origine étrangère. Donc je vous invite vraiment à aller sur cet observatoire et à le compléter. On a déjà plus de 160 témoignages, alors que ça fait à peine un mois qu'il est ouvert. Donc je vous remercie pour votre présence. Et donc on se retrouve à 14h pour la conférence suivante. Bon appétit.